Et j'ai enseigné l'introduction générale au droit pendant 12 ans à l'université de Tchang. Et j'entends des collègues dire des choses qui défient toute logique juridique. Parce qu'en fait, il faut se dire, le cours de première année ne change pas en évoluant avec la licence ou bien au master. La première année met des fondements immuables du droit. Et donc, c'est sur ces fondements que les connaissances nouvelles vont s'agréger. Mais le socle, là, il est immuable. Et donc, quand j'ai entendu des collègues, par exemple, me dire en Mondovision, que la loi, le code électoral, qui dans la hiérarchie des normes juridiques n'est qu'une loi, pouvait contrarier la Constitution, alors moi qui peux me prévaloir d'une certaine autorité, parce que c'est quand même 12 générations d'étudiants que j'ai enseigné en introduction générale. C'est le premier cours de droit en passant. Parce que quand on vient dans une faculté de droit, le premier cours, c'est de dire à l'étudiant ce qu'est le droit. Absolument. Et la première définition du droit, la définition classique, c'est de définir le droit comme étant l'ensemble des règles de conduite en société. Et cet ensemble de règles, on étudie les sources. Et comme les sources sont plurielles, vous comprenez que la hiérarchie des normes juridiques fait partie des chapitres premiers, des premiers chapitres de toute étude en droit. Alors donc quand j'entends des collègues qui sont quand même des personnalités respectables du milieu universitaire dire des choses comme ça, vous voyez, ça m'oblige à sortir de mes gonds. Et c'est donc comme ça que je m'invite au débat. Et voilà. Vous vous y retrouvez en plein. Voilà, me saisissant là-dessus, j'en parle, même si quelques collègues m'en contestent l'autorité, mais je leur ai fait remarquer que le constitutionnaliste le plus éminent de l'histoire contemporaine du droit français est bien le professeur Robert Badinter. Absolument. Qui est agrégé de droit privé. Absolument. Agrégé de droit privé. Qui a été le président du Conseil constitutionnel en France et qui a vraiment écrit les lettres de noblesse du droit constitutionnel français, notamment par rapport à sa passion pour les droits fondamentaux. On le connaît comme étant le père de l'abolition de la peine de mort. Et lorsqu'on sort de la France, j'ai invité les collègues à mener leurs enquêtes. L'essentiel des avocats qui plaident devant les juridictions administratives et devant les juridictions constitutionnelles sont des privatistes. Et c'est donc eux qui sont à l'origine de la jurisprudence qui leur permet de bâtir les cours de droit public qu'ils enseignent. Donc, il faut que les collègues taisent un peu ce propos, surtout que lorsqu'on revient dans le contexte camerounais, il me semble que le président du Conseil constitutionnel, le président Clément Atangana, est lui-même privatiste. Absolument. À côté de lui, vous avez le professeur Adolphe Mikouaché, qui est privatiste. Et je pense aussi, il y a M. Essomé, j'oublie son nom, M. Essomé qui est également privatiste. Il y a également une dame anglophone, qui est common law, donc pas fondamentalement publiciste. Et c'est eux qui sont appelés à régler, vous voyez, les contentieux constitutionnels de notre pays. Absolument. Donc vraiment, c'est une déclaration extrêmement mal placée. Et dans tous les cas, je suis là pour leur montrer, au regard du travail que je leur donne, que le débat constitutionnel n'est pas que le monopole des publicistes ou bien des politologues. Il s'agit bien de Guy Charles René Essomé. Voilà. Voilà, qui est à la Cour suprême. Cela dit, venons-en au sujet d'actualité. C'est ça. La première question que je vous pose, président à 92 ans désormais, président de la République. Oui. Pensez-vous qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2025? Bien, je vais répondre à votre question en prenant la posture du citoyen, mais aussi la posture du juriste. Alors, comme citoyen, mon avis, il est clair, Paul Biya devrait prendre sa retraite. Pourquoi je le dis? L'article 1er de notre Constitution fait du Cameroun une république démocratique. Et l'un des piliers de la République, c'est l'alternance au pouvoir. Parce que la République, qui est définie comme étant la chose commune, a vocation à être dirigée par tout citoyen. Et donc, toute tendance à la monarchie, au pouvoir perpétuel, met à mal un État qui se veut démocratique, qui se veut une république. Or, Paul Biya, s'il devait se présenter à l'élection de 2025, postulerait à son 8e mandat. Dans une république, ce n'est pas normal. Et je pense que lorsqu'on se souvient que la Constitution de 93 est le fruit de la tripartite, l'une des résolutions les plus fortes de la tripartite, c'était d'inscrire sur du marbre le principe de la limitation des mandats. Or, le chef de l'État a réussi à lever cette limitation des mandats en 2008, monarchisant au passage notre République. Donc, sur le plan du principe républicain, sur le plan du principe démocratique, je pense qu'il
il y a, pour un 8e mandat, la résonance sonne mal. Mais la Constitution que vous évoquez avant, peut-être le deuxième point, c'est ça. Elle garantit la liberté à tout citoyen. Je n'ai pas dit le contraire. Voilà, de se présenter ou non à une élection présidentielle. Oui. Elle garantit que le peuple s'exprime et choisisse librement qui est son président. C'est ça. Donc, au regard de ces, tout au moins ces deux éléments de liberté qu'ont les citoyens, est-ce que vous ne voyez pas que votre approche est un peu sévère vis-à-vis du choix? Le président, je veux dire que peut se présenter autant qu'il veut. Il revient au peuple de décider. La posture que je prends, je vous ai dit que j'allais prendre, mon avis allait être fondé sur deux postures différentes. Alors, il y a la posture du citoyen, c'est-à-dire qui donne son avis, qui n'a pas besoin d'être argumenté. Je vous dis pour moi que Paul Biya devrait prendre sa retraite. Cet argument, même si je convoque un élément de droit, c'est l'avis d'un citoyen ordinaire. Maintenant, je vais venir à la vie juridique. Sur le plan juridique, vous avez tout à fait raison. Donc, maintenant, mais ce que vous avez dit va être relativisé au regard du bilan de Paul Biya, qui est le troisième argument que je mettrai en avant. Le deuxième argument, c'est l'état de santé, l'état de la capacité physique et intellectuelle de Paul Biya. Paul Biya est un homme suffisamment discret. Et c'est ce qui pose déjà un problème. Parce qu'en 43 ans de pouvoir, je me rappelle rarement des occasions où Paul Biya a communié avec son peuple. Ces apparitions sont extrêmement rares. Et en tant que Camerounais, pendant les 10 dernières années, je dis bien les 10 dernières années, parce que pendant le septennat qui finit, on peut compter le nombre d'apparitions publiques de Paul Biya. Pendant les 10 dernières années, mais les apparitions publiques de Paul Biya ont été des scandales. Parce qu'on a vu un homme fatigué, un homme qui a de la peine à reconnaître le milieu dans lequel il est. Chacun l'a vu aux États-Unis demander s'il y avait des gens, alors qu'il y avait toute une masse qui l'attendait. On l'a vu monter avec beaucoup de peine les escaliers de l'Élysée. Ça nous pose un problème. Et récemment encore avec l'accueil des convives au 20 mai. Mais chacun a vu. C'est un chef de l'État que l'on doit encadrer, on doit éviter son image. Mais un chef d'État, c'est le père de la nation. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le père de la nation ait peur de son peuple? Si bien qu'il y a des gens qui doivent faire une ceinture autour de lui, on ne doit pas accéder à son image. Ça me pose un problème. Donc l'état de santé physique, sur le plan mental, je n'en dirais pas plus, mais au moins au plan physique, il y a des choses qui ne trompent pas. Or, pour gérer, avec les défis auxquels le Cameroun est confronté, on a besoin d'un homme qui dégage l'énergie, qui soit capable de... Et avec la centralisation de notre pays, mais la fragilité physique ou intellectuelle est un problème. Parce que tous les dossiers vont à la présidence. Mais comment est-ce qu'ils vont sortir si le chef de l'État ne parvient pas à travailler? C'est un problème. Et vous voyez que les institutions sont bloquées. Le Conseil supérieur de la magistrature est à sa 5e année, sans pouvoir se tenir. On a des enfants qui sortent des universités, qui réussissent à sortir l'ENAM, mais qui ne peuvent pas exercer. Vous ne pouvez pas imaginer les travers de la non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Un étudiant qui sort fraîchement de l'ENAM, mais va verser dans l'alcoolisme, il va verser dans la débauche, tous les travers sont possibles du fait du non-fonctionnement des institutions que le chef de l'État est censé mettre en place. Alors, le dernier élément, c'est le bilan. Le bilan de 43 ans. Mais moi, je suis né en Consamba, je vous ai dit. Mais vous ne pouvez pas... Les enfants qui naissent aujourd'hui en Consamba ne savent pas ce que c'est que le train. Or, en 82, le Cameroun est un pays en voie d'émergence, en fait, un pays émergent, comparable au niveau de développement à la Chine, à la Corée, à la Malaisie et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, en Consamba, le train n'arrive pas. Ça n'arrive même pas en Banga. Or, aujourd'hui, le réseau ferroviaire devrait plutôt être agrandi. Ouais, quand il se réduit en peau de chagrin, c'est un indicateur suffisant pour voir que le Cameroun ne progresse pas, mais plutôt regresse. Vous voyez la pauvreté ambiante. Pays pauvre très endetté. Ce n'est pas une performance reluisante. Et quand on imagine que le Cameroun a été 2 fois champion du monde de la corruption, ce n'est pas des performances reluisantes. Et pour nous qui avons parfois le privilège de nous retrouver à l'étranger, parfois nous avons honte de nous réclamer camerounais. Donc, tous ces arguments-là, pour le citoyen que je suis, plaident en faveur de sa prise de retraite. Maintenant, sur le terrain juridique. D'accord. Aujourd'hui, la candidature de Biya est suffisamment contestable. Et ce que je dis est d'ailleurs repris par l'un des militants, l'un des compatriotes militants du RDPC en la personne de M. Léon Teller Onana,
Mais avant qu'il n'y vienne, j'étais le premier à mettre sur la place publique la question de l'inéligibilité de Paul Biya fondée sur l'article 118 du Code électoral. Parce que l'article 118 dit « sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont mis dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une personne, d'un État ou bien d'une organisation étrangère. » Alors, et lorsque vous vous rappelez que l'article 5 de notre Constitution fait au président l'obligation de veiller au respect de la Constitution, de garantir la souveraineté nationale, de préserver l'indépendance de l'État. Mais c'est inadmissible que dans ce contexte, Paul Biya, au sorti d'une visite, d'une rencontre avec le président français François Mitterrand en 1990, puisse dire qu'il en est le meilleur élève. Un maître, on connaît les rapports du maître et de l'élève, mais le maître peut flageller l'étudiant. Il peut lui donner des injonctions. Il peut le sanctionner. Donc, vous voyez, c'était la mise à mal de notre souveraineté, de notre indépendance, que le chef de l'État est censé garantir. Récemment encore, après, au lendemain du grand dialogue national, il a dit qu'il était allé rendre compte à M. Emmanuel Macron, président encore de la France. Vous voyez? Alors, lorsqu'on se rappelle divers propos et divers faits posés par Paul Biya pendant ces 43 ans à l'égard des présidents français successifs, n'est-ce pas, de Mitterrand jusqu'à Emmanuel Macron, vous comprenez que les déclarations de Paul Biya ou ces faits sont de nature à établir que le Cameroun n'est rien d'autre qu'une sous-préfecture française. Et donc notre indépendance, pour le chef de l'État, qu'il est censé garantir, pose un problème. Mais comment est-ce que le Cameroun serait devenu la sous-préfecture française? Mais c'est le chef de l'État qui le dit. Dans les faits, nous pensons que nous sommes indépendants. Mais si celui qui incarne l'État doit, dans son propre propos, dire qu'il allait rendre compte. Rendre compte en français a un sens. Rendre compte signifie présenter un rapport détaillé à une autorité supérieure. Ça veut dire que, en le disant, Paul Biya confesse qu'il est sous les ordres de Macron. Nous ne sommes donc pas un État souverain. Ça, c'est un commentaire, c'est une déduction, c'est une lecture. Ça peut également dire qu'entre partenaires, entre partenaires qui avons des intérêts communs, qui avons des enjeux sécuritaires, on le sait quand même. Oui. La France est très impliquée sur des questions de lutte contre Boko Haram, tout au moins de ce point de vue-là. Est-ce qu'entre partenaires, on ne peut pas se dire, je te rends compte des activités que je mène? Lorsqu'on accède... C'est aller un peu vite en besogne. Lorsqu'on accède à un niveau de responsabilité, il y a des termes, on doit choisir idéalement ces termes. Mais ça, c'est le commentaire. Je veux dire que... Oui, mais je vous dis, mais c'est impardonnable. Vous savez, quand vous lisez l'actualité à travers le monde, des chefs d'État ont été mis en difficulté pour moins que ça. C'est vous le juriste. Oui. Vous savez également que sur le plan juridique, la soumission d'un État est un acte. Non, écoutez, dans le cadre des rapports internationaux, les États coopèrent. Exact. Les États ne se mettent pas dans un rapport de subordination. Vous voyez comment vous donnez un argument. Voilà. Et le Cameroun, en tant qu'un État souverain, au niveau des Nations Unies, c'est le principe de l'égalité des États. Même si dans la réalité des relations internationales, on n'ignore pas qu'il y a les grandes puissances. Ça, c'est clair. Mais au plan, c'est-à-dire qu'au plan symbolique, il n'appartient pas à un chef d'État de clamer en mondovision. Ça, c'est un commentaire. Oui, si je dis que je suis le meilleur élève de Mandela, ça n'a pas le même sens que si je dis je suis le meilleur élève de M. Dipita qui est devant moi. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans le commentaire. C'est-à-dire que, j'ai pris un exemple simple tout à l'heure. Entre partenaires, on peut se rendre compte des activités que l'on mène. Oui, mais non, on ne choisit. Non, je dis, vous pouvez échanger. On peut se rendre compte. Je dis, les termes en diplomatie ont un sens. Il y a des termes qu'on n'utilise pas. Si vous avez un souci de l'image de votre pays, vous ne pouvez pas, dans le cadre des rapports entre pays, utiliser les termes comme rendre compte. Pour parler d'un acte que vous avez posé à l'égard de l'autre. Vous vous affaiblissez. Prenons notre schéma. Vous vous affaiblissez. Donc vous pouvez dire, je suis allé échanger. Prenons notre schéma. Je suis allé discuter. Le président Zelensky de l'Ukraine. Oui. Peut-il dire qu'il rend compte à l'Union européenne de la façon dont la guerre contre la Russie... À l'égard de l'Union européenne, c'est possible. Si Paul Biya l'avait dit à l'égard de l'ONU, ou bien de l'Union africaine, il n'y a pas de problème. C'est des organisations interétatiques qui, en fait, se mettent au-dessus des États. Peut-il dire qu'il rend compte au président américain de la façon dont la guerre se déroule contre la Russie? Il peut dire qu'il rend compte au président, ou bien, je ne sais pas quel est le responsable de l'Union européenne, parce qu'il rend compte au représentant, à celui qui incarne l'organisation internationale. D'accord. Je suis là au niveau des États. Entre États, il y a des termes qu'on n'utilise pas. Vous comprenez? Je ne le dis pas par ma propre analyse, hein.
Si vous essayez de vous intéresser à la jurisprudence internationale, mais vous allez voir qu'il y a des pays dans lesquels des petites erreurs de terminologie ont coûté le mandat du chef de l'État. Donc le dernier argument par rapport à l'inéligibilité de Paul Biya, c'est l'article 122. L'article 122 du Code électoral énumère les pièces nécessaires pour le dossier de candidature. Et parmi les pièces qui doivent figurer dans le dossier, il y a que chaque candidat doit présenter, doit signer une déclaration dans laquelle il s'engage à respecter la Constitution. Alors, mais lorsqu'on connaît les violations de la Constitution par Paul Biya pendant ces 43 ans de gouvernance du Cameroun, une déclaration qu'il ferait aujourd'hui ne serait pas sincère. Et le défaut de sincérité de la déclaration en entraîne la nullité. Et si la déclaration est nulle, ça veut dire que le dossier est incomplet. Cela devrait aboutir à un rejet. Je ne vais pas énumérer trop longtemps. L'article 66 sur la déclaration des biens, ça n'a jamais été exécuté. L'article 53... Il y a un décret d'application. Je veux dire que ça n'a pas été... Pour le cas du chef de l'État, exécuté, non pour le cas du chef de l'État, je ne pense pas que le texte d'application était nécessaire. Parce que la déclaration des biens du chef de l'État se fait publiquement. C'est les autres personnalités inférieures qui ont besoin de confidentialité. Oui, mais tout ça encadré. Ben bien, bon, depuis qu'il a pris la loi, pourquoi il a donc fait? Est-ce que cette disposition a besoin d'être différée de mandat en mandat? Nous sommes d'accord que le cadre juridique n'est pas encore définitivement mis en place. Oui. Donc, vous ne pouvez pas... Non, il y a une loi. Oui. Il y a une loi qui a été prise pour le cas du chef de l'État. Oui. C'est une déclaration qui est publique. Elle n'a pas besoin d'attendre un texte d'application. Laissons la déclaration des biens. Quand vous prenez la confusion qui a été créée en 2008 entre les provinces et les régions, vous lisez l'article 55 de la Constitution. La Constitution fait très bien le distinguo entre les provinces, unités administratives, et les régions. Puisque la Constitution elle-même dit les seules collectivités territoriales décentralisées au Cameroun sont les communes et les régions. Lorsqu'en 2008, Paul Biya prend un décret transformant les provinces en régions, c'est vrai que sur le même territoire peuvent coexister deux entités différentes. Absolument. Un peu comme les communes coexistent avec les arrondissements. Mais au plan terminologique, ça renvoie à deux réalités. La commune est administrée par le maire, l'arrondissement est placé sous l'autorité du sous-préfet. Et on sait très bien les attributions des uns et des autres. Or, l'article 55 de la Constitution dont je parle a très bien pris le soin de définir ce que sont les CTD. Alors, quand le chef de l'État prend un décret en 2008, collectivités les collectivités territoriales décentralisées, lorsqu'il prend cet arrêté, ce décret-là, pour transformer les régions unités administratives, les provinces unités administratives en régions, est-ce qu'il a tenu compte des organes de la région tels que la Constitution l'a prévu? Non. Parce que la région est placée sous l'autorité d'un président de conseil régional et les structures, on les connaît. Donc, vous ne pouvez pas, dans un décret, violer aussi ostensiblement la Constitution et maintenant faire une déclaration aujourd'hui qui soit sincère. Donc, voilà autant d'arguments, chers amis, qui, en tant que citoyen, d'abord, et en tant que juriste, m'interdisent d'espérer que Paul Biya soit candidat encore en 2025. Avant de poursuivre, faisons cette correction. Tout à l'heure, je parlais de Guy Charles René Essombé. Il s'agit plutôt de Émile Essombé. Émile, voilà, c'est Émile. Qui est l'ancien procureur général de la Cour suprême, désormais membre du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc de lui. Il est privatiste aussi. C'est de lui dont on parlait. Alors, cela dit, si cette hypothèse se confirme, que révèle-t-elle de notre rapport aux institutions et à la norme républicaine parlant de la candidature probable du président Paul Biya? Mais de mon point de vue, comme je vous l'ai dit, au plan du droit, strictement parlant, la candidature de Paul Biya ne devrait plus être admissible. Ce n'est pas une question de polémique, c'est une question de texte. Vous voyez que je ne me fonde pas sur une interprétation hasardeuse des textes. Je cite des faits. Et ces faits, lorsque vous les confrontez aux dispositions du code électoral, ils sont clairs. Personne ne peut nier que pendant ces 43 ans de mandat, le respect de la Constitution a été un problème pour Paul Biya. Et donc, si d'aventure, sa candidature était admise, mais cela confirmerait simplement l'idée suffisamment répandue selon laquelle il y a confusion entre la personne de Paul Biya et le Cameroun. Donc, nous sommes carrément dans un royaume. Parce que ses désirs s'imposent à toutes les institutions et vous voyez, contre lesquelles on ne peut rien. Mais je veux bien croire que les autorités compétentes joueront à plein, mais dans tous les cas, cela dépendra aussi. Parce que pour que mes thèses puissent prospérer, le prérequis, c'est que Paul Biya déjà accepte de se présenter. Or, rien ne nous dit qu'il se présentera. Dans un royaume, on ne choisit pas le souverain, le chef de l'État. Bon, quand même, il y a des appels. Par des élections.
il y a des appels suffisamment significatifs qui l'exhortent, n'est-ce pas, pour parler en termes plus polis, qui l'exhortent à rentrer enfin au village. Ah Paul Biya n'est pas sourd, mais bien sûr. Il y a plusieurs appels dans ce sens. Moi, j'entends plutôt des appels qu'il demande d'être candidat. Non. C'est ce qu'on voit le plus. Oh bon. C'est ce qui se présente. Vous avez vu autre appel? Bon, nous avons vu le ministre Madaouna Madachi. C'est un individu. Mais derrière Léon Teller Onana, qui est militant du RDPS, il a dit qu'il est le porteur de la voix de millions. Mais le ministre Madaouna, il l'a fait à l'extrême nord devant un parterre de jeunes qu'on a vu. Léon Teller, lui, il le dit, bon, on ne les voit pas. Mais vous n'ignorez pas que la manifestation des jeunes de l'extrême nord. Le ministre Henri Eyeba ici, qui est mandataire permanent du comité central dans sa localité, il le fait au nom de millions de gens. Je veux dire que dans toutes ces voies-là, on peut les confronter aussi. C'est le droit de chacun d'émettre son avis, ok? Partisan de la liberté d'expression et d'opinion, je ne peux pas refuser à un Camerounais d'exprimer son avis. Mais je dis, ce n'est pas le nombre d'appels qui devrait déterminer un nombre. C'est la pertinence d'un appel. Vous comprenez? Et là, vous oubliez de relever que les jeunes de l'extrême nord... Monsieur Onana est plus pertinent que les autres. C'est un militant du RDPC. Les autres ne le sont pas, moi. C'est très intéressant. Je dis que les 100 000 jeunes à l'extrême nord devaient se réunir pour... Mais les autres ne le sont pas, moi. Mais Kavaï Yegui n'a pas pu faire 100 000. Et même s'il a fait vous avez cité quelques individus. Même s'il n'a Je crois que l'événement de M. Kavaï Yegui n'a pas réuni 3 000 personnes. Même s'il n'a Alors quand à côté, on interdit à 100 000 jeunes de l'extrême nord de s'exprimer, quand vous faites donc même le rapport sur le plan du poids, mais l'appel de 100 000 jeunes de l'extrême nord balaie tout ça. Vous avez les signatures de ces 100 000 jeunes, l'appel. Mais il fallait donc permettre aux jeunes d'organiser leur manifestation. Mais l'administration s'y est opposée. Vous comprenez? Il fallait donc laisser pour qu'on puisse comparer l'affluence qu'il y aurait dans les deux cérémonies. Donc je dis, pour ma part, les Cameroun, le Conseil constitutionnel devrait jouer leur carte à fond. Et pour ce qui est de Paul Biya, il y a des obstacles sérieux dans l'intérêt de notre pays. Parce que je dis, nous avons besoin d'une nouvelle énergie. Paul Biya ne peut plus rien nous apporter après 43 ans. J'ai entendu des compatriotes appeler à une transition conduite par lui-même. Mais vous appelez à une transition conduite par Paul Biya alors qu'il est en position d'agir? Mais c'est une absurdité. Donc je dis, Paul Biya a eu tous les leviers pendant 43 ans où il n'y avait même pas une opposition pour l'empêcher de travailler. Quels sont les arguments que Paul Biya peut nous avancer aujourd'hui pour nous convaincre de ce qu'il va amener au Cameroun au soleil? Il n'y en a pas. Et donc vraiment nous sommes arrivés à une étape où pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de chacun d'entre nous, nous avons besoin que les nouvelles énergies soient mobilisées. Cela passe par une certaine argumentation. Le seul argument qu'il peut apporter, c'est de dire qu'en face, il n'y a personne. C'est trop facile de dire. Chaque fois qu'il y a... C'est facile de dire qu'il n'a plus de solution. Chaque fois qu'il y a eu alternance dans un pays, même lorsque l'alternance est faite par le fils du chef de l'État, on a vu des changements très positifs. Ali Bongo, dans son premier septennat, après son père, a construit... Vous avez circonscrit, hein? Oui, oui. Je dis, Ali Bongo a construit plus de routes en 7 ans que son père en 42 ans. Fort Nyassigbe a opéré, c'est-à-dire des transformations au Togo en quelques années que son père, qui a gouverné le Togo pendant près de 29 ans. Si vous prenez le fils Déby, vous voyez ce que le fils Déby est en train de faire. Donc je pense que l'alternance est intéressante. Paul Biya, tout le monde le connaît. Tout le monde sait que Paul Biya, nous ne disons pas que son bilan soit le résultat d'une désaffection pour le pays. Même si on peut lui reprocher d'avoir parfois plus vécu à l'étranger. D'avoir parfois plus vécu à l'étranger. Vous lui enlevez l'envie de demander au peuple de faire oui, il faut qu'il permette à un autre Camerounais de montrer ce qu'il est capable de faire. Mais il aura beau rôle de vous dire que ce n'est pas lui qui choisit, c'est le peuple. Oui, c'est lui qui choisit, mais je dis, il ne peut plus rien. Quelle que soit la volonté qu'il anime, il ne peut plus. Il nous a montré qu'il a épuisé ses capacités. Vous comprenez? Bon, en tout cas, je dis, il est libre de se présenter s'il le veut. D'accord. À Elekam et au Conseil constitutionnel de jouer leur rôle. Mais il faut encore pouvoir espérer que les institutions chargées de l'élection puissent jouer franc jeu. Et à cet égard, je pense que récemment, nous avons appris que l'ONU s'est associée à Elekam pour garantir des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Vous êtes confiant? Bon, on est un peu sceptique parce que, pour la petite expérience que j'ai des Nations Unies, le processus d'élaboration de cette convention me pose un problème. Lorsque vous devez élaborer une convention qui implique d'autres intervenants que l'État, généralement, la phase de diagnostic vous oblige à consulter.
Et les consultations peuvent se faire en individuel ou alors dans le cadre des focus group. Les focus group, c'est-à-dire que dans l'impossibilité de réunir les opposants, de rencontrer les opposants individuellement, vous pouvez organiser des groupes d'échange. Pendant les groupes d'échange, vous avez un certain nombre de questionnaires qui vous permettent de recueillir les avis des partis politiques. Or, si l'ONU sent aujourd'hui le besoin de s'impliquer dans le processus électoral, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Or, les problèmes du processus électoral ne peuvent pas émaner du RDPC qui est en position de pouvoir. Ces problèmes-là ne peuvent être véritablement identifiés qu'en consultant les partis d'opposition. Or, ce processus n'a pas été fait. Maintenant que la convention a déjà été signée, je crois que le minimum, c'est de répondre favorablement à la requête qui est faite actuellement par les partis d'opposition en leur communiquant le contenu de la convention pour savoir exactement à quoi est-ce que l'ONU s'engage à côté de l'ECAM. Donc c'est important. Donc personnellement, je veux créditer l'ONU d'un préjugé favorable au regard. Vous avez des réserves. Des missions qui sont les siennes, mais l'autisme dont l'ONU fait jusqu'ici preuve par rapport aux récriminations de l'opposition m'inquiète un peu. Alors, prof, s'agissant de l'alternance, êtes-vous confiant? Pensez-vous que notre système électoral en ce moment, nos lois permettent-elles qu'il y ait une alternance sereine, transparente, c'est-à-dire que les élections se déroulent et qu'un candidat autre que le président sortant pourrait véritablement prendre la main sans forcément qu'après le scrutin qui est du grabuge? Bien, je répondrai à votre question en adoptant deux postures. D'accord. Alors, si l'on regarde la configuration des institutions chargées de l'organisation des élections, on peut continuer d'être sceptique. Parce que jusqu'ici, lorsque vous voyez la composition de l'ECAM ou bien du Conseil constitutionnel, pour la plupart, il s'agit des personnes dont l'affiliation au RDPC ne se dément pas. Et le chef de l'État l'a confirmé récemment. Affiliation antérieure, c'est bien de toujours le préciser. Bon, c'est très bien de le dire antérieurement, mais vous voyez que au niveau même du RDPC, on n'a jamais tiré les conséquences de leur nomination au Conseil constitutionnel. Vous voyez que M. Emmanuel Bondé, longtemps après sa mort, continuait de figurer comme membre du bureau politique du RDPC. Symboliquement, il fallait rapidement corriger ça. En tout cas, lorsqu'on regarde l'affiliation politique des uns et des autres, il y a un problème. Et vous n'oubliez pas le scandale qui a été imputé au président du Conseil constitutionnel. S'il a participé à une réunion sans connaître l'ordre du jour, à partir du moment où il a signé la feuille de présence, la moindre des choses, c'est que lorsqu'au sortir de la réunion, il est au courant de ce qu'une motion de soutien a été signée appelant à la candidature de Paul Biya, c'est de se désolidariser de cet appel à la candidature. Mais il s'est limité à dire que oui, il était parti avant, ainsi de suite. Mais par rapport à la motion même, il n'a jamais rien dit. Au plan symbolique, il devrait dire, certes, j'ai pris part à cette réunion, parce que l'objet de cette association, c'est de promouvoir le développement. Et en tant que citoyen de la collectivité, je dois me montrer solidaire par rapport à ça. Bon, maintenant, à partir du moment où un point a été inscrit après mon départ, et que ce point contrarie ou bien viole le statut que je suis censé incarner, si j'approuve les autres résolutions relatives au développement de la région, je me désolidarise de la motion. Symboliquement, c'est ce qu'il aurait pu faire. Jusqu'ici, il n'a pas pu le faire. Comme pour dire qu'il est solidaire de l'appel à la candidature. Alors, quand vous appelez à la candidature d'un individu, comment est-ce que vous pouvez être crédible pour départager les différents protagonistes? Donc, ça, c'est le premier point qui me dit, lorsqu'on observe la configuration de ces institutions-là, on peut être sceptique. Mais, le contentieux de 2018 a obligé les partis d'opposition à revisiter l'arsenal juridique relatif aux élections. Et on a constaté que malgré ces lacunes, ce code électoral contient quand même des perles que l'on peut exploiter. Je vous donne quelques exemples. Jusqu'ici, personne n'avait vu l'article 113 du code électoral. Cet article 113 que le gouvernement a toujours essayé de cacher, en faisant croire aux Camerounais qu'aucune personne en dehors de l'ECAM et du Conseil constitutionnel ne peut même seulement donner les tendances des élections. Mais l'article 113 du code électoral vous dit le résultat acquis dans chaque bureau de vote est publié immédiatement à la fin des dépouillements. Et à cet égard, je vais vous dire quelque chose par rapport à une sortie malheureuse de la compatriote Michel Ndoki. Que je nous avons reçu ici la semaine dernière.
Alors, Michel Ndoki a pu vous dire qu'elle a été surprise qu'ayant fini la compilation des résultats du littoral, ou bien, je ne sais pas, du Vouri, à 10 h, que le professeur Maurice Kamto se soit déclaré vainqueur à 14 h. Je dois vous dire que sur la base de cet article 113, déjà, tous les médias peuvent se saisir des résultats à la fin du dépouillement. Et lorsque nous savons qu'aucun bureau de vote, qu'aucun membre du bureau de vote ne passe la nuit hors de sa maison, ça veut dire qu'au soir de l'élection, tous les résultats sont disponibles. Le reste n'est que compilation. Et le droit à l'information est un droit des peuples. Je crois que c'est un droit qui est contenu dans l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Tous les peuples ont droit à l'information. Quand donc un résultat est rendu public, M. Tongué, les journaux ont le droit de s'en saisir. N'importe quel citoyen, puisqu'il s'agit des droits qui appartiennent aussi aux citoyens, mais peut faire sa compilation. À partir du moment où ces résultats sont assis sur la réalité des urnes, mais on peut avoir les tendances. Et donc, vous comprenez que par rapport à la déclaration de Mme Ndoki, qui estime que donner les tendances le lendemain à 14 h était trop précipité, je lui dis que c'est faux. Parce que les partis politiques peuvent avoir les résultats avant Elekam. Lorsque vous avez fermé le bureau ici, à Akwa, celui qui était à Akwa a le résultat. Mais pour que Elekam ait ses résultats, il faut que le responsable du bureau de vote aille faire la queue. Mais vous savez également que les partis politiques n'étaient pas représentés dans tous les bureaux de vote répartis sur l'étendue du territoire. Pourtant, Elekam, eux, y sont. Point n'est besoin pour qu'un parti ait les tendances d'être représenté dans tous les bureaux de vote. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bureau où il n'y a pas moins de, où il y a moins de 50 électeurs. D'accord? Non, écoutez, je déroule. Les bureaux de vote comportent des électeurs. D'accord. Et les électeurs ont le droit d'assister au dépouillement. Pour avoir le résultat sorti d'un bureau, mais le citoyen ordinaire, et nous savons le taux de pénétration des téléphones, vous savez que dans les zones comme mon village maternel derrière Lodorf, là-bas, les partis politiques de l'opposition les voient très peu. Bien, je dis que je suis en train de relativiser ce que vous dites. Les électeurs font 100% du RDPC. Oui. Ils font 100% du RDPC dans les conditions que nous connaissions jusqu'ici. Nous parlons ici des élections à venir. Et je dis dans votre village, même si c'est 100%, tant mieux. Nous ne disons pas que le résultat qui doit être acquis est nécessairement celui qui est favorable à l'opposition. Il s'agit d'avoir les résultats réels, sortis des urnes. Donc, un bureau qui donne 100%, on ne va pas le modifier. Vous comprenez très bien. Et je dis, dans votre village, supposez que l'opposition n'y soit pas. Mais cela n'interdit pas à l'opposition d'avoir accès à ça. Parce que celui qui a gagné, qui a contribué à assurer les 100% au RDPC, mais fier de son résultat, il peut le balancer à son ami de l'opposition, non? Pour lui dire, nous avons gagné à 100%. C'est un résultat compilable. Bon, est-ce que vous comprenez? Là, c'est dans le schéma des possibles. Mais l'opposition actuellement travaille à sensibiliser les Camerounais. Bon, on parle du futur, parce que vous avez pris prétexte de... Bien sûr, c'est pour vous dire que... Vous avez pris prétexte de 2018. Je vous ai déjà dit que jusqu'ici, on pouvait être sceptique. D'accord. Mais il y a de l'espoir. Et quand je vous dis qu'il y a de l'espoir, c'est parce que j'exploite les perles qu'il y a dans le code électoral. Et parmi ces perles-là, il y a l'article 113, qui permet, donc je dis encore, aux partis politiques d'avoir les résultats avant Elekam. Parce que quand le bureau de vote est fermé à 20 h, le parti politique qui est représenté, ou bien le citoyen qui a pris part à ce dépouillement, peut déjà communiquer ses résultats au parti politique. Alors que le responsable de ce bureau va être reçu par le bureau communal d'Elekam, peut-être à 2 h ou à 3 h le lendemain. Donc, je dis, Mme Ndoki a vu tout faux en disant que c'était précipité pour le professeur Kamto de se déclarer, parce qu'on peut se déclarer candidat sur la base des tendances. Point n'est besoin d'avoir les 100%. Si vous avez par exemple les résultats de cette région, et que le poids politique de cette région représente les 80% de l'électorat, mais vous savez très bien qu'il y a des régions ici dont le poids électoral n'atteint pas celui de certains départements. Donc si on a pu avoir les résultats d'une région entière, mais on peut savoir que si dans une autre région, on n'a eu aucun résultat, et connaissant le poids électoral de cette région, mais M. Dipida, on peut déjà savoir qui a gagné. Prof, pour vous, y a-t-il un scénario réaliste pour une alternance démocratique apaisée au Cameroun? Oui. Moi, je pense que une alternance démocratique passe nécessairement par... Parce que, voyez-vous, il y a des schémas qui sont évoqués.
d'aucuns pensent que en l'état, dans les circonstances actuelles, il serait difficile. Bon, tout le monde est plus ou moins certain que le président va se représenter. Il y a des signes. C'est ça. Beaucoup estiment que s'il se représente, il va passer. Donc, de ce point de vue, il y aurait peut-être il y aura un contentieux, quelques revendications de l'opposition, mais ce sera pesé. C'est ça. L'autre hypothèse, ou les autres hypothèses, c'est que le président ne se présente pas. C'est ça. Et là, on rentre donc dans le schéma de l'alternance, qui paraît comme une inconnue des plus inconnues, si je peux me redire. C'est ça. Dans ce sens que, qui pourrait prendre? Est-ce l'opposition? Est-ce l'entourage? Beaucoup ont évoqué à un moment le fils. Certains parlent des collaborateurs proches du président. Je ne vais peut-être pas citer des noms. Alors, de ce point de vue,